Et place maintenant à notre entretien avec Monsieur le ministre. On part rejoindre Frédéric Valletoux depuis notre studio à Pamandzi en Petite Terre. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, est-ce que vous avez les chiffres du jour concernant le nombre de cas de choléra sur l'île? Oui, bonsoir, merci de votre invitation. Écoutez, les chiffres sont les derniers chiffres connus, sont de 65 personnes touchées par cette maladie, par le choléra, et nous suivons de près, comme depuis le début, avec les autorités sanitaires, autant locales que la Direction générale de la santé à Paris, l'évolution, bien sûr, de cette poussée de choléra. Alors, il y a une semaine, vous disiez sur nos antennes que la situation est sous contrôle. On compte désormais un décès, ces nouveaux cas dont on a parlé précédemment dans le reportage. Est-ce que vous maîtrisez toujours la situation ? Alors, quand j'ai dit sous contrôle, il faut bien se comprendre. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, nous étions en vigilance de l'évolution du choléra ici à Mayotte. C'est-à-dire que nous suivons, dès le premier cas apparu, nous avons suivi de très près, effectivement, à la fois le nombre de personnes qui étaient touchées, mais surtout, nous avons immédiatement pris des mesures pour contenir au maximum la poussée de choléra. Ça veut dire que nous intervenons, nous dépistons autour des personnes qui sont touchées, nous proposons des traitements antibiotiques à ces personnes, nous les vaccinons aussi. Nous avons vacciné près de 3800 personnes, rien que dans le quartier de Kirissoni. Donc, ce que je voulais dire en disant qu'elle est sous contrôle, c'est que nous l'accompagnons. Ça ne veut pas dire que, dès la déclaration faite, la poussée de choléra allait se terminer. Et j'avais même dit d'ailleurs, dans la phrase d'après, qu'il était impossible de faire des prévisions et que certainement, malheureusement, les chiffres allaient continuer à augmenter légèrement. Nous ne sommes pas dans une explosion et dans un phénomène d'épidémie non maîtrisé. Nous sommes effectivement face à une poussée de choléra dans un quartier de Koungoun. J'y étais ce matin, qui est effectivement suivi et qui a fait l'objet ces dernières semaines des équipes de l'ARS, des équipes de la réserve sanitaire, en lien avec le préfet de Mayotte, d'interventions ciblées pour effectivement contenir, je le redis, au maximum cette poussée du choléra. D'ailleurs, on l'a entendu dans ce reportage, pourquoi ne pas avoir pris le temps de discuter avec ces riverains? Visiblement pas un seul mot sur place sur ce bébé décédé. Non, mais ce bébé décédé, c'est un drame. Comme chaque, effectivement, personne, qu'il soit adulte ou enfant, qui serait mort de cette maladie. C'est un drame. Et moi, j'ai une pensée pour la famille, effectivement, parce que, en plus, s'agissant d'un enfant, perdre un enfant d'un si jeune âge, c'est toujours, effectivement, dramatique. Donc là-dessus, j'en ai pas parlé parce qu'on ne m'a pas posé la question et j'ai rencontré, contrairement à ce que dit votre reportage, et j'ai aussi discuté avec des habitants. J'ai discuté effectivement peut-être plus avec ceux qui interviennent, la Croix-Rouge, les équipes de la réserve sanitaire, tous ceux qui sont actifs dans le quartier de Kirissoni pour accompagner la population. Personne ne m'a posé la question, sinon, bien sûr, j'en aurais parlé. Il n'y a pas de tabou. Et en tout cas, je profite de votre question pour redire que c'est un drame terrible. Et évidemment, une mort, c'est toujours une de trop. C'est quelque part un échec, mais on essaye le plus possible, là, je le redis, par la vaccination, par la promotion aussi des gestes de prévention. Rappeler que c'est les règles d'hygiène et que la meilleure manière de combattre le choléra, c'est d'avoir des règles d'hygiène strictes. Se laver les mains, utiliser de l'eau potable, se laver les mains au savon, utiliser de l'eau potable, ne pas aller vers des eaux usées ou des eaux de rivière qui ont des chances d'être contaminées ou de véhiculer les bactéries du choléra. Et donc tout cela doit permettre d'écarter, de tenir éloigné le choléra. Et est-ce qu'une vaccination de masse est prévue au vu de cette situation et des cas qui ne cessent d'augmenter ? La vaccination de masse n'aurait aucun sens, sincèrement. La vaccination de masse n'aurait aucun sens. Oui, mais ça pourrait limiter les dégâts déjà. Efficace, c'est...
Maintenant, ça ne pourrait pas limiter les dégâts. Ce qui pourrait éviter de limiter les dégâts, c'est ce que je dis. D'abord, faire attention, et on l'a fait à d'autres époques, rappelez-vous avec le Covid, même si le Covid et le choléra sont deux maladies qui n'ont rien à voir. Mais néanmoins, on a appris à se laver les mains, on a appris à faire attention. Mais quand on vit dans ces bidonvilles et qu'il n'y a pas d'eau, que tous ces moyens-là, on ne les a pas, comment on se protège du choléra ? L'eau a été distribuée. Moi, j'ai moi-même vu à la fois des fontaines d'eau potable, j'ai vu effectivement des points d'eau qui permettent effectivement d'apporter de l'eau potable. Donc aujourd'hui, et s'il faut continuer et reprendre de distribution d'eau, eh bien on le fera bien sûr, et l'État sera au rendez-vous comme il l'a été lors de la crise hydrique. Donc ce que je veux simplement dire, c'est que aujourd'hui, le meilleur moyen de combattre le choléra, c'est effectivement la vaccination ciblée. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé publique, il y a quelques jours, a publié un avis. C'est une autorité scientifique nationale reconnue, suivie. C'est un conseil scientifique que l'on suit. Eh bien, il venait légitimer le fait que, s'agissant du choléra, il faut avoir une stratégie ciblée, c'est-à-dire, dès qu'il y a un cas de choléra avéré, on va vacciner les entourages, les gens qui ont été vus par la personne dans les derniers jours, la famille proche, de manière à circonscrire au maximum l'épidémie de choléra. Frédéric Valletoux, on reste ensemble. On va voir ces reportages sur la situation actuelle et les craintes dans les bidonvilles, parce que si la plupart des cas de choléra ont été détectés dans les quartiers précaires de Koungou, les bidonvilles pullulent partout dans le département. À Combani, par exemple, les familles vivant dans des bidonvilles et n'ayant donc pas accès à l'eau sont nombreuses. Forcément, l'angoisse ne cesse de grandir. Bibi Mariam Alidi, Daniel Abdou. Des enfants qui jouent dans les poubelles, des eaux stagnantes remplies de déchets. Les quartiers d'Ekazé et Mrogoni à Combani sont pour le moment épargnés par le choléra. Mais ici, les habitants sont très inquiets. Parmi les difficultés qu'on vit ici, les poubelles qui traînent partout, nos petits qui jouent dans ces déchets, sachant qu'il y a une maladie qui circule. Le choléra, ça m'inquiète parce qu'il y a des déchets et j'ai peur que les enfants tombent malades. On a entendu que certaines personnes ont reçu des vaccins, mais ici, on n'en a pas encore eu. C'est pour cela qu'on est inquiet. Dans ces quartiers, l'accès à l'eau potable est restreint. Pouvoir se laver les mains est quasiment impossible. Tous les facteurs sont réunis pour qu'une maladie infectieuse se propage rapidement. On peut dire que les conditions ne sont pas bonnes. On n'a pas l'eau potable ici. On ne donne pas de matériaux disposition. On a vraiment des problèmes parce qu'on a besoin de l'eau et de l'électricité, tout ça là. Nous n'avons pas d'eau régulièrement. Comme pour tout le monde, l'eau est coupée. Et avec les enfants, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas systématiquement le réflexe de se laver les mains, même si on fait des efforts. Et on entend que les cas se multiplient de plus en plus. Avec la multiplication des cas et ce premier décès, les habitants de ces bidonvilles craignent le pire. Et il n'y a pas que dans les bidonvilles où l'insalubrité règne, mais aussi à Cavani où des centaines de migrants dorment et vivent dans les rues. Si le village est jusque-là épargné par le choléra, tous les facteurs sont réunis pour que la maladie se propage. Ismaël Mohamed Ali, Daniel Abdou. Quartier Massimoni à Cavani. À proximité d'une décharge à ciel ouvert, un point d'eau collectif, source de vie pour nombre de réfugiés et d'habitants de la zone. Fabrice, 24 ans, originaire de la région de Goma à l'est du Congo-Kinshasa où il a fui la guerre, il vient chaque matin se laver et puiser de l'eau. On utilise toujours le même eau, que ce soit préparé avec ou se laver. Il y a des fois quand tu te laves, il y a des trucs qui te sortent sur le corps. Il y a des fois quand tu bois ça, il y a des gens qui sont allergiques ici. Un manque de conditions d'hygiène encore plus frappant tout le long de la rue du stade de Cavani, où se trouve le campement de ces exilés. Des hommes et des femmes venus essentiellement de Somalie, du Burundi, du Rwanda et du Congo, qui ont encore espoir d'une solution d'hébergement, d'une vie meilleure. Parmi eux, Bahati, 27 ans, père de 5 enfants. Tu vois là où on trouve plus de 300 personnes, sans eau potable, sans toilette. Il y a 2 toilettes seulement. Sur 2 toilettes, il est au près de 500 mètres. Après plusieurs mois d'errance, seuls,
Entre la Somalie et le Kenya, Aina, 23 ans, a réussi pour sa part à rejoindre en bateau Mamoudzou au départ de Mombasa au Kenya. Pour cette primo-arrivante, le manque d'eau et de toilettes est encore plus insoutenable quand on est une femme. Pour aller aux toilettes, on doit y aller la nuit. On ne peut pas y aller seul, car on va loin d'ici. On y va à plusieurs femmes, car c'est risqué la nuit. On a peur parce qu'il y a beaucoup de voyeurs qui nous observent quand on va se laver. Le problème d'hygiène au sein du camp de migrants de Cavani est pris très au sérieux par les autorités. 2 réservistes de la réserve sanitaire de Santé France maraudaient ce matin au sein du campement pour sensibiliser la population sur les maladies contagieuses sévissant à Mayotte, particulièrement le choléra. Et on retourne à Pamandzi pour continuer notre entretien avec Monsieur le ministre Frédéric Valltou. On a vu la situation à Cavani avec ces centaines de migrants qui dorment à même le sol dans les rues. Il y a un risque accru de développement de la maladie. Est-ce qu'on est dans une situation de non-assistance à personne en danger? Est-ce que le ministère de la Santé tolère cela? Non, mais on ne peut pas parler de cette manière, on ne peut pas parler de non-assistance à personne en danger. Par contre, il faut parler effectivement de prévention, de précaution et de messages de bon comportement. Et vous avez raison de rappeler dans votre reportage, qu'effectivement, il y a aujourd'hui des personnes qui, de la réserve sanitaire ou des services sanitaires, vont aussi dans des campements sauvages pour aller rappeler que occuper l'espace public, s'installer dans des endroits qui ne sont pas faits pour ça, loin de points d'eau, etc., c'est porteur effectivement de développement de maladies. Ce que je veux revenir d'un mot sur le choléra pour dire que, et j'y tiens particulièrement, et c'est d'ailleurs ce que je suis venu dire, moi, à la fois à la population mahoraise, mais au-delà de ça, à l'ensemble de ceux qui prennent en charge et ceux qui, des services soignants, sont au plus près de ceux qui sont touchés. L'État sera toujours à côté, effectivement, de ceux qui sont touchés, mais de ceux qui risquent, effectivement, d'être contaminés. Et donc, en développant les gestes barrières et en développant les messages de précaution, que je le disais, intervenant rapidement, détectant et intervenant rapidement, comme ça a été fait, effectivement, à Kirisoni, l'État fait son travail en intervenant très vite, très fort, pour essayer de contenir. Et je pense qu'il n'y a pas de message de peur à avoir, il n'y a pas particulièrement de psychose à développer. C'est regrettable de voir effectivement le choléra s'installer sur l'île, mais néanmoins, aujourd'hui, l'État met tous les moyens pour contenir au maximum le déploiement du choléra. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il y a un énorme travail qui a été fait par les services de l'État ces dernières semaines. Visite qu'en matière de lutte contre l'immigration, on compte un avion civil déployé dans les airs, un bateau maritime en mer, bientôt des drones, un rideau de fer maritime. Dans l'immédiat, au vu de la situation, y a-t-il des discussions avec le gouvernement pour accélérer la protection de nos frontières? On compte quand même plus de 5000 cas aux Comores, plus de 100 décès. Alors Marie Guévenoux, la ministre de l'Outre-mer, vous l'a dit lorsqu'elle est venue il y a quelques jours. Elle fait un très bon travail aux côtés de Gérald Darmanin. Et je peux vous dire que, et notamment dans la perspective du projet de loi sur Mayotte qui va être discuté et pour lequel le président de la République va recevoir dans quelques jours l'ensemble des élus de l'île, il y a des avancées qui vont être faites pour, là encore, donner des moyens supplémentaires à contenir cette immigration illégale. C'est moins ma partie, mais je peux vous dire, pour en discuter souvent et avec Gérald Darmanin et avec Marie Guévenoux, que c'est une de leurs préoccupations majeures. Et ce dossier-là, c'est un dossier prioritaire pour le gouvernement. Donc oui, il y aura des moyens qui vont être mis pour continuer à essayer et amplifier finalement ces vagues d'immigration clandestine qui sont inacceptables lorsqu'elles prennent des proportions trop importantes. Et on le voit derrière, il y a des enjeux de santé publique qui sont réels. On a vu dans le reportage précédent les soucis liés à l'accès à l'eau que rencontrent les habitants des bidonvilles, sans parler des Mahorais de manière générale, qui connaissent encore des coupures d'eau. Est-ce que pourquoi le gouvernement ne réfléchit pas à reprendre la distribution gratuite des bouteilles d'eau?
Alors, le gouvernement réfléchit à court, moyen et long terme. À court terme, on n'exclut pas, et les réserves d'eau sont là pour nous permettre, lorsqu'il y a des besoins, et ça va continuer dans les prochains jours, dans les endroits critiques, de pouvoir distribuer, là encore, de l'eau. Donc, de manière ponctuelle, pour répondre, je le dis, aux endroits critiques, aux points qui sont les plus urgents, eh bien, il y aura encore des distributions qui seront opérées. Et puis, de manière en plus long terme, il y a des réflexions pour effectivement améliorer à la fois le nombre, le volume des réserves d'eau, pour faire des travaux structurels pour que, de manière pérenne, on puisse répondre à cette question lancinante de l'eau, et qu'on ne soit pas dépendant de manière trop forte des variations saisonnières et finalement de la saison des pluies, de la force de la saison des pluies, de manière à ce qu'effectivement on puisse lisser l'accès à l'eau ici à Mayotte. Alors on reste ensemble, Frédéric Valtou. Cet après-midi, vous vous êtes rendu au CHM, l'unique hôpital de l'île, victime d'un sous-effectif chronique. Vous avez visité l'unité de choléra qui compte 34 lits, la plus grande maternité d'Europe. Puis vous vous êtes entretenu à huis clos avec la direction. Du côté des soignants qui travaillent à flux tendu, les attentes sont nombreuses, comme on va l'entendre. Fatima Abdallah, déléguée du personnel CFDT, l'explique au micro de Raina Lilouafa et Hassadi Razafik Zaheno. Nous, les agents, on souffre de tout. Manque de personnel, manque des infrastructures. Vous voyez bien comment les conditions qu'on travaille, si vous rentrez aux urgences ou à la maternité, on a beaucoup de choses à lui dire, et ce n'est pas la première fois que le ministre vient là. On expose les problèmes sur table, mais on n'a toujours pas de réponses claires. On attend que le ministre nous écoute. On va lui donner nos revendications et on attend des réponses positives concernant l'hôpital de Mayotte. On retourne à Pamandzi. Alors, monsieur le ministre, le CHM est en plan blanc depuis des mois et des mois. Les sages-femmes ne seront plus que 60 en juin, selon les prévisions, pour assurer 10 000 naissances par an. Certaines maternités ferment. La situation aux urgences n'est pas mieux. Les malades sont à l'agonie quelque part dans les couloirs. Est-ce qu'il y a un plan d'envergure prévu pour avoir un système de santé digne de ce nom à Mayotte ? D'abord, je voudrais dire que l'hôpital de Mayotte, je le connais bien. Ce n'est pas la première fois que je viens, c'est la première fois comme ministre, mais c'est la troisième fois que je visite l'hôpital. J'étais venu en 2019 la dernière fois, avant la crise Covid. Et cette fois-ci, j'ai voulu prendre le temps d'aller rencontrer les équipes hospitalières parce que je sais les difficultés de l'hôpital de Mayotte. Je sais à quelle tension ils doivent faire face. Effectivement, à la fois la tension de l'activité. Vous avez parlé de la maternité. Aujourd'hui, effectivement, se mettre en capacité d'accueillir ceux qui développent les formes les plus graves du choléra, même s'ils sont aujourd'hui pas très nombreux dans le service de l'hôpital. Mais enfin, il y en a quand même quelques patients à prendre en charge dans le service choléra. Et puis surtout, effectivement, les tensions sur les effectifs et la difficulté à pérenniser des recrutements de soignants. J'ai conscience parfaitement de ces difficultés. Ce que j'ai proposé autant à la communauté médicale qu'au personnel que j'ai rencontré et rapidement aux représentants du personnel que j'ai vu aussi, eh bien, c'est que on rentre dans un plan pour progressivement mettre en place des mesures d'attractivité, mais des mesures structurelles qui tiennent compte des besoins, mais aussi des spécificités, je le disais, de cet hôpital. Je leur ai annoncé que je reviendrai avant la mi-juillet, ce qui nous permettra, à partir de toutes les propositions qu'ils m'ont faites, eh bien, que je revienne pour leur dire comment on va pouvoir mettre en œuvre progressivement, pas d'un coup de baguette magique, pas d'un claquement de doigts, pas des fausses promesses, mais vraiment mettre en place progressivement une aide pour pérenniser l'emploi ici à l'hôpital. Pourquoi je veux ça ? Parce que l'État a fait le choix d'investir massivement pour rehausser, moderniser l'offre hospitalière ici à Mayotte. Le choix d'investir 242 millions d'euros pour rénover, agrandir l'hôpital de Mayotte. Le choix d'un deuxième site à Combani va nous permettre là aussi de moderniser encore l'offre hospitalière. Tout ça, c'est pas juste pour construire des murs. On ne va pas faire des jolis murs hospitaliers si dedans, il n'y a pas de soignants qui sont là pour prendre en charge. Et donc, il faut que, parallèlement à l'investissement hospitalier,
rapidement, est-ce que des renforts sont prévus? On sait que 67 réservistes sont arrivés ces dernières semaines au vu du contexte dans les différents services. Est-ce que d'autres renforts vont arriver? Combien? Alors au total aujourd'hui, c'est 86 réservistes qui sont sur l'île et qui, soit dans les services de l'hôpital, soit sur le terrain pour détecter, on parlait des autres quartiers de bidonvilles qui aujourd'hui sur lesquels il peut y avoir des craintes d'éventuellement du développement du choléra. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est aussi des réservistes qui sont dans ces quartiers-là pour aller justement rencontrer, détecter, faire des tests et voir si effectivement vérifier que le choléra n'est pas arrivé. Donc aujourd'hui, il y a 86 réservistes qui sont sur le terrain et moi je veux dire très simplement que la solidarité de l'État, du gouvernement vis-à-vis de Mayotte et des Mahorais, elle est pleine et entière, et que demain, s'il faut augmenter la réserve sanitaire pour venir faire face à des besoins qui sont nouveaux, eh bien, la solidarité sera là. On sait, parce qu'elle est réelle, que des hôpitaux dans l'Hexagone sont prêts à envoyer du personnel pour venir apporter un coup de main si jamais, effectivement, il y a besoin. Ce sera et le donc, mot de la on fin. ne lâchera pas, évidemment, Mayotte. Merci. On ne lâchera pas Mayotte et on sera toujours présent aux côtés des Mahorais. Merci beaucoup Frédéric Valtou d'avoir été avec nous ce soir depuis le studio de Mayotte.